S'il y a des animaux trop souvent victimes de mauvaises publicités et de fausses croyances, c'est bien ceux-ci. Les chauves-souris. Ils sont des animaux mal connus et souvent craints en raison de leur aspect étrange et leur activité nocturne. La tête en bas, ces mammifères à part entière et volants peuvent se suspendre à une potence des heures durant. Elles possèdent aussi de gros yeux, leur donnant un aspect parfois terrifiant. Les chauves-souris s'organisent en deux sous-groupes. Il y a le groupe de ce qu'on appelle les microchiroptères, qui sont les petites chauves-souris qu'on trouve parfois dans les maisons, qui gênent parfois. Et il y a le groupe des mégachiroptères, qui sont les chauves-souris frugivores, qu'on appelle aussi les roussettes, et qui mangent les fruits. Alors ce groupe qui compte environ 1200 espèces au monde, qui est très peu connu et qui, en général, comme vous le dites, fait peur au commun des gens qui ne sont pas habitués. Mais c'est un monde assez merveilleux qui joue d'énormes rôles pour l'écosystème et même notre environnement de vie. Les chauves-souris participent à la gestion des flux de gènes à travers leur action de pollinisation. Elles contrôlent également la population des insectes dans l'écosystème. Une chauve-souris peut consommer l'équivalent de la moitié de son poids dans une nuit. Ça veut dire qu'une chauve-souris peut-être de 10 grammes, 15 grammes peut consommer jusqu'à 5 grammes, 6, 7 grammes d'insectes. Vous imaginez combien de moustiques on peut mettre ensemble pour faire 2-3 grammes. Ah donc, ces chauves-souris consomment tant des insectes utiles que d'insectes nuisibles. Et ce qu'on appelle insectes nuisibles, c'est peut-être des insectes comme les moustiques, c'est aussi des insectes qui sont des pestes en agriculture. Et sans ces chauves-souris, je vous avoue, ce ne serait pas facile, rien que sur la charge des moustiques qui vont s'abattre sur nos communautés. Quand nous prenons le lot des mégachiroptères, donc des chauves-souris frugivores, les chauves-souris jouent un rôle de pollinisateur. Donc il y a un grand rôle de pollinisation qui leur est attribué et il y a des espèces nobles telles que l'iroko, dont la reproduction est fortement tributaire des activités des chauves-souris frugivores par exemple. Des animaux très importants pour l'équilibre de l'écosystème, des gibiers très appréciés par l'homme, mais ils constituent de véritables nids de pathologie. L'origine animale de la plupart des virus rencontrés chez l'homme, cette origine est souvent prouvée. Et selon l'Organisation mondiale de la santé animale, 60% des agents pathogènes qui touchent l'homme sont d'origine animale. Et 3/4 des maladies infectieuses émergentes qui apparaissent pour la première fois sont d'origine animale également. C'est ce qui fait que la suspicion de l'origine animale du virus Covid-19 est plausible, simplement parce que, naturellement, la chauve-souris héberge des coronavirus, le pangolin également héberge des coronavirus, mais toute la question, c'est de savoir est-ce que c'est le coronavirus de la chauve-souris qui est retrouvé chez l'homme, est-ce que c'est le coronavirus du pangolin qui est retrouvé chez l'homme. C'est à ça toute la problématique à laquelle nous sommes appelés. C'est le cas du pangolin, le seul mammifère recouvert d'écailles, un insectivore, prédateur des termites et des fourmis, un animal des forêts et des savanes d'Afrique et d'Asie, une espèce protégée, mais rare de nos jours, que nous avions retrouvé momifié par ce spécialiste. C'est un animal formidable. Il est imprenable par d'autres animaux. Quand il est en danger, il s'enroule complètement comme une boule. Et l'animal, les autres animaux ont du mal à le prendre. Il est imprenable. Deux animaux, deux réservoirs d'agents pathogènes. Ils bénéficient désormais d'un certain répit dans leur milieu de vie. Donc, c'est une chance pour ces animaux de leur sauvegarde. Aujourd'hui, c'est le pangolin. Mais demain, ça peut être une autre espèce d'animal. Donc, ça veut dire que si on n'en prend qu'un animal héberge, comment on l'appelle, un virus, il faut tuer ce animal. Alors là, ça veut dire qu'on va tuer, même à un moment donné, on va tuer tous les animaux et nous allons devenir quoi? Imaginez, si on tue les rats, par exemple,
les serpents vont se multiplier, on va trouver les serpents dans nos maisons. Bon, qui nous a dit que les rats ne sont pas des porteurs de virus? On nous a parlé d'Ebola en temps. Donc on a dit que les lapins, tous les animaux de brousse, etc., à peau lisse, sont des porteurs. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on va tuer tous les animaux? Non. Donc nous devons changer de comportement et d'approche vis-à-vis de la biodiversité. Ce virus qui est arrivé va nous permettre aujourd'hui de conserver cet animal. Il n'aura plus de problème dans la brousse aujourd'hui. Les gens auront peur de le tuer. Il est tranquille aujourd'hui dans la brousse. Donc ça va permettre quand même à cette race-là d'animaux de continuer sa multiplication. Et c'est tant mieux pour la biodiversité.